Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Bertrand Burgalat, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Avec grand plaisir, Philippe Bilger. Je m'appelle Bertrand Burgalat, j'ai 58 ans et je suis musicien. Bertrand Burgalat, bien sûr, j'ai entendu parler de vous beaucoup. Je sais que votre parcours a été extrêmement riche. Est-ce que j'ai été surpris de voir que votre première passion a été, pour aller vite, la passion politique. Vous pouvez nous parler un peu de tout ça ? Avec grand plaisir. Alors, c'était pas la première parce que... Enfin, peut-être. C'était à peu près au même âge que je me suis intéressé d'abord à la musique. Et j'avais 10 ans aux élections présidentielles de 74. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que vraiment la politique a commencé à m'intéresser, simplement parce que j'en entendais parler, et j'en entendais parler à la maison aussi. Mais c'est bien plus tard, enfin, c'est vers l'âge de 17 ans, peut-être que ça m'a plus intéressé, c'est vrai. Vous avez, j'ai cru comprendre que vos choix ont fluctué très normalement. Oui, mais d'une façon assez, finalement, pas si en zigzag que ça. Je me souviens en 74, il y avait René Dumont qui était écologiste. C'était comme un gentil papa qui me semblait très bien. Et je pense qu'il faisait fausse route sur une chose, d'ailleurs rétrospectivement, qui était le nucléaire. Mais mon père était, on va dire, gaulliste. Et donc je me suis souvent construit en opposition peut-être avec lui, et à l'époque, vers l'âge de 14 ans, je lisais plutôt des revues comme Le Sauvage, je me souviens, j'aimais beaucoup Jean-François Kahn dans les nouvelles littéraires vers 15-16 ans. Donc j'étais plutôt un esprit, on va dire, progressiste, et qui cherchait à faire enfin voilà, à la fois dans l'air du temps, mais j'étais pas marxiste du tout. J'avais un peu le même rapport avec le marxisme qu'avec la religion. Ça me paraissait un peu trop beau parfois pour être vrai. Et j'aurais aimé y croire, disons, au paradis soviétique, etc. Mais j'étais quand même assez méfiant là-dessus. Et j'ai eu mon bac à 16 ans. Je suis arrivé... je savais pas trop ce que j'allais faire. J'adorais la musique, mais je savais pas par quel bout prendre la musique qui m'intéressait. Il y avait pas des écoles de rock. Et pour mes parents, c'était un peu... c'était pas du tout comme les parents d'aujourd'hui qui rêvent que leurs enfants soient des rockstars. Donc ça les inquiétait. Et après le bac, j'avais pas vraiment de vocation professionnelle, mais je m'étais dit je ferais bien du droit parce que justement j'avais vu mon père était ami avec un avocat, Jean-Baptiste Biaggi, qui venait à la maison, qui était assez truculent et assez littéraire en fait. Et donc j'ai dit bah ouais, je ferai du droit. Il m'a dit mon père m'avait dit si tu fais du droit, il faut aller à Assas. J'ai dit, ah non, pas Assas, c'est un repère de fachos, etc. Et j'arrive à Assas, et la première minute, je comprends qu'à peu près que j'étais pas fait pour le droit. En tout cas, que c'était plus proche des mathématiques que de ce que j'imaginais. On arrive tout de suite, et j'étais pas du tout dans le bain, j'étais trop jeune, en fait. J'arrive à Paris, je connais personne. Et en même temps, c'est pas du tout à Assas que je me suis politisé comme ça, mais à Dijon, j'avais des amis qui étaient un peu plus âgés que moi, deux jumelles qui étaient très marrants, enfin intéressants, libres. Et en fait, ils étaient de droite, mais je le savais pas au début. Et ils m'ont un peu entrepris. Et ils étaient tellement différents de l'image que je pouvais me faire de gens comme ça que j'ai un peu dépassé leurs espérances très rapidement. Et à Paris, j'ai commencé à traîner dans des milieux subversifs, mais je regardais un peu partout. Et je voyais pas toujours, j'étais un peu comme un touriste, je regardais, et en fait, tout d'un coup, j'ai trouvé une chapelle qui correspondait
peut-être à mes aspirations, et c'était ce qu'on appelait solidaristes, et qui étaient ils étaient, enfin, pour simplifier, je dirais que c'était des communistes de droite. Et dans le contexte de l'après-Yalta, qui était à la fois dans un antisoviétisme, comment dire, je dirais pas fanatique, mais presque, et en même temps qui suivait un peu ce qu'avait dit Solzhenitsyn, c'est-à-dire qu'on pouvait pas combattre le soviétisme avec uniquement les valeurs marchandes, donc essayer d'autres choses qui étaient assez anti-américains. Parce qu'on reprochait aux Américains leur complicité avec l'Union soviétique à l'époque. On n'avait pas pris la mesure, par exemple, de quelqu'un comme Reagan. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait un affrontement Est-Ouest qui se faisait au détriment, en particulier des pays du tiers-monde, etc., qui se passait un peu par procuration. Et les solidaristes avaient un positionnement qui était tout à fait original et qui était très incompris, puisque on était à la fois très, très en opposition avec le reste on était classé à l'extrême droite et en même temps, on se sentait pas du tout ni à droite d'ailleurs ni à l'extrême droite. Bertrand Burgalat, votre père a eu une grande influence sur vous et en même temps, peut-on dire que vous vous êtes construit contre lui? Oui, mais je m'en rendais pas compte du tout. Je me suis sûrement construit contre lui. Il est mort en 83, donc peu de temps après. Et pour moi, c'était aussi une façon... J'avais vécu dans l'exaltation des valeurs, de la résistance. Mon père avait été avec le maréchal Delattre. Et c'était pas et j'avais l'impression de perpétuer ça d'une autre façon. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé à fréquenter les milieux activistes, parfois, la réponse qu'ont les parents, c'est de dire, attention, tu vas te griller, tu vas compromettre toute ta vie comme ça. Et ça, on pouvait rien me dire de mieux pour que je continue. Parce que je disais à mon père, mais t'aurais dit, qu'est-ce que tu aurais dit en 1941 si on t'avait dit ça? Donc l'absence de calcul pour moi c'était très important et il y avait effectivement une forme de suicide social qui était parfaitement assumée parce que il me semblait que c'était important à ce moment-là et que l'échiquier politique avoir 18 ans, 17 ans, 18 ans, disons en 1980 et adhérer aux jeunes RPR, c'était pas très intéressant. Le MJS, c'était, ou l'UNEF étaient des succursales. Enfin, c'était des pépinières de futurs élus. Et moi, la mouvance que je fréquentais, il n'y avait pas de place à prendre. Et c'était un milieu paradoxalement très libre, avec un brassage social et culturel beaucoup plus libre que ce que j'ai connu dans la musique. Des gens d'origine très différente, parce que, comme il y avait des coups à prendre, des gens qui s'engageaient là-dedans, ils n'étaient pas en train de se battre pour pour rentrer au bureau politique ou etc. C'était pas du tout, ça n'a rien à voir avec même ce que peut représenter le Front National aujourd'hui. C'était pas du tout, il n'y avait pas de notables. Donc c'était un milieu à la fois où il y avait des gens parfaitement conformes à l'image que le monde extérieur peut se faire de ces milieux-là, et d'image négative, mais où il y avait aussi des gens remarquables. Vous diriez que, pour faire une comparaison avec aujourd'hui, c'était les identitaires ou rien à voir avec l'extrême droite telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour qu'on puisse situer un petit peu politiquement où ça allait? Je pense que il y avait un seul point, je me souviens, dans le mouvement nationaliste révolutionnaire qui avait un programme en 19 mois, il y avait un seul point sur l'immigration et qui considérait qu'il fallait mettre un terme à l'immigration clandestine par l'égalité économique des travailleurs étrangers. C'est encore un point qui est aujourd'hui qui est en avance sur son époque. Donc c'était pas du tout traiter l'immigration tel que ça a été fait après d'une façon en attaquant les immigrés en tant que personnes, par exemple, mais essayer de comprendre les mécanismes économiques qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui encore, on en est loin. Donc c'était quand même, je pense, plus subtil. Mais au bout d'un moment, peut-être il y a un danger toujours, c'est qu'on finit par ressembler
à l'image négative que les gens peuvent avoir de vous. Et le fait d'être mis dans une chapelle, au bout d'un moment, on finit par se dire oui, et alors. Et donc ça, c'est je pense le danger de ce genre de positionnement. Mais par exemple, les amis que j'ai eus ont eu des parcours extrêmement différents. Mais quasiment aucun n'a été dans des... Finalement, les seuls qui ont été dans des partis classiques, après, étaient peut-être les moins politiques au départ. Votre père, Bertrand Burgalat, a occupé comme préfet des postes prestigieux. Vous le déceviez un petit peu à l'époque ou pas du tout? Il a toujours eu pour vous évidemment de l'affection. Il attendait beaucoup de vous. Je pense que j'étais un enfant unique. Il attendait beaucoup de moi. Je pense que, et ça, je m'en rends compte aujourd'hui, la première déception, c'est quand je suis devenu diabétique, d'une certaine façon. Je pense que pour mes parents, ça a été un drame. Et pour les parents d'enfants diabétiques aujourd'hui, c'est un drame. Et je pense que je suis devenu diabétique en 75, j'avais 11 ans. Et je pense que même le côté parfois jusqu'au boutiste après, dans mes engagements politiques, le côté terre brûlée, ça venait du fait qu'à 11 ans, on vous dit à la fois le diabète c'est rien, mais si jamais tu te traites mal, il va t'arriver des choses terribles, tu mourras avant 30 ans. Donc, d'une certaine façon, cette espèce d'engagement un peu désespéré, mais qui me semblait, pour une cause qui me semblait juste, en particulier, défendre tous ces peuples. Moi, disons que je considérais, pour simplifier, que l'antifascisme, c'était une très bonne chose jusqu'à la fin du fascisme. Mais qu'à partir de 45, ça n'avait plus aucune... Ce qu'il fallait, c'était venir à bout de l'autre totalitarisme et du stalinisme, grosso modo, et qui continuait, lui, quand même, et qui se développait. Donc, pour moi, c'était très important. D'autant plus important que les antifascistes d'après-guerre, souvent, comme Sartre et d'autres, avaient eu des comportements qui n'avaient pas été exemplaires pendant la guerre. Est-ce que, en même temps que vous braffiez ces concepts politiques, est-ce que la musique était déjà devenue une préoccupation centrale? Elle était très importante pour moi, mais je ne savais pas, j'étais timide, j'étais pas sûr de moi, je ne savais pas comment l'aborder. Je jouais dans des groupes, je faisais des essais, comme je reçois beaucoup de démos comme ça, et j'essaye le plus possible d'y répondre parce que j'ai été dans cette situation. Je connaissais personne. Quand mon père est mort, j'ai jamais fait. Enfin, je pense que c'était quelqu'un qui était apprécié, mais j'ai jamais. J'ai jamais demandé de service à ses anciens amis. Voilà, j'étais aussi un peu perdu. Donc la musique, oui, elle m'intéressait, et c'est en même temps ce qui est amusant, si on peut dire, c'est que finalement ma première implication professionnelle dans la musique, elle est venue un peu par la politique, parce que comme on s'intéressait, on s'intéressait à la fois à ce qui se passait en Albanie, en Roumanie. On était très liés avec des opposants à Ceausescu, et la Yougoslavie nous intéressait, en particulier la Slovénie. Et je m'étais retrouvé en Slovénie à travailler avec un groupe, l'Aibar, qui était un groupe très subversif là-bas, qui avait été mis en prison. Et c'est en travaillant avec eux, fidèlement. Ils avaient une maison de disques en Angleterre que j'ai commencé à travailler d'une façon beaucoup plus professionnelle, en fait, dans la musique. Donc c'est devenu aussi par la politique. Qu'est-ce qui a été la révélation, Bertrand Burgalat? Je crois que vous avez écouté un jour un concert ou un musicien. Vous pouvez nous dire quel a été votre chemin de Damas? C'est passé par la Halle au vin de Colmar. Et il y a eu à Colmar, d'abord j'ai eu un professeur de musique au CES Molière à Colmar,
qui nous faisait écouter Pink Floyd, qui nous faisait écouter King Crimson. Et pour moi, ça m'a fait entrevoir des choses dans une quête un peu d'absolu, d'élévation. J'ai trouvé dans la musique un peu spatiale, psychédélique de Pink Floyd à l'époque, quelque chose qui m'a émerveillé. Et ils sont venus jouer à Colmar, et ça a été un des rares concerts qu'ils aient fait à l'époque en 74. C'était en juin 74, et donc je les ai vus, j'avais 10 ans, et c'est vrai que ce concert m'a totalement ébloui. Et aujourd'hui encore, je m'en souviens très bien, j'ai pu sur YouTube, il y a des enregistrements pirates, il y a des cassettes pirates qui avaient dû être faites à l'époque, et j'ai retrouvé exactement ce que j'avais vu, sauf que j'ai pas vu, on voit pas ce qu'il y avait en plus, c'est qu'il y avait des projections, c'était un show audiovisuel qui était très en avance. Mais ça m'a totalement captivé, ouais. Est-ce que, en dehors de la curiosité du citoyen que vous êtes, aujourd'hui, est-ce que la musique, au sens large, est devenue votre occupation exclusive? Ou est-ce que la politique continue dans le bon sens du terme, de vous obséder? Alors, elle m'obsède pas du tout, mais en fait, j'ai l'impression que le temps, l'âge venant, me rapproche de l'enfance, pas dans le sens parfois où on peut être des espèces de vieux enfants régressifs, mais peut-être de ce que je cherchais à l'enfance, et d'essayer de faire des choses positives, de faire des choses utiles, et d'aller le plus possible droit au but là-dessus. Et donc par la musique, je me suis aussi intéressé d'abord à la façon dont on fait de la musique, à sa fonction dans la société. Donc je me suis retrouvé à m'impliquer dans le syndicat national de l'édition phonographique, qui est l'organisme qui va avoir 100 ans l'an prochain, qui représente une grande partie des producteurs de disques. Et c'est très intéressant parce que ça m'oblige aussi à sortir, disons, du statut un peu infantilisant de l'artiste dans sa bulle. Et moi, j'ai jamais eu assez de succès d'une certaine façon pour être dans cette espèce de cocon où l'artiste, on pense que parfois il y a des gens, ils vous appellent à 11h, ils te disent je te réveille pas parce qu'ils pensent qu'un artiste vit la nuit ou des choses comme ça. Donc il y a un peu tous ces poncifs. Et donc moi d'abord j'ai été obligé d'y échapper. J'ai pas d'assistant. Je fais les choses par moi-même. Et c'est très utile en fait. Et c'est un plaisir de faire des choses qui soient un peu utiles. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis aussi impliqué d'une façon très concrète. Pour moi, c'est très politique à travers le diabète, parce que j'ai écrit d'abord un essai, j'avais fait des tribunes, j'ai fait un essai autour du diabète et de ce que ça représente aujourd'hui dans la société. Et j'ai cofondé une association qui s'appelle Diabète et Méchant. Donc je fais tous les mois pour Technicart, Technicart m'ont demandé de faire des entretiens politiques tous les mois dans Technicart. Et je parle dans Rock et Folk tous les mois aussi de société d'une certaine façon à travers la musique. Et pour moi, c'est très agréable. Je le fais sans aucun parti pris, au sens, bien sûr, je peux avoir mes propres idées, mais en tout cas sans aucun parti pris militant. Je serais bien un incapable aujourd'hui de me reconnaître dans une formation politique. Mais du coup, pour moi, c'est très intéressant. Ça m'intéresse, bien sûr. Mais je regarde la politique, un peu comme quelqu'un regarderait le football, mais sans avoir une équipe sans soutenir une équipe. Dans le monde de la musique ou comme artiste, avez-vous profondément le sentiment d'être singulier? Et puis je vous demandais si vous avez à toute force voulu créer cette singularité ou si elle vous était totalement naturelle. Alors j'ai pas du tout voulu créer cette singularité. Ce qui est drôle quand on y pense maintenant, c'est que je me rends compte que je mène aujourd'hui la vie dont je rêvais quand j'étais gamin. C'est-à-dire de faire de la musique. Je m'intéresse quand même aussi un peu au reste, enfin pas uniquement à la musique. Il y a des choses parfois qui me paraissent aujourd'hui normales et même parfois pesantes, mais je me dis, mais si j'avais su un jour que je pourrais les faire, j'aurais été tellement heureux. Donc finalement, j'ai pas du tout l'impression, d'avoir réussi ma vie, mais malheureusement, je pense qu'une grande partie des choses que j'accomplis, c'est des choses que je voulais faire.
parfois on se plaint, on se dit mais si ça, et je fais beaucoup de choses qui m'intéressent, qui sont des choses compliquées, en général peu ou mal, ou voire pas du tout rémunérées, mais qui m'intéressent, et je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir le faire. Et après, dans le monde de la musique, voilà, je veux pas du tout être un personnage ou une personnalité. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'accomplir des choses, de les réaliser, de les construire. Mais voilà, je cherche pas du tout à mettre en avant ma singularité, à tel point d'ailleurs que j'essaie de comprendre. Parfois, ni moi ni certains des artistes que j'apprécie, on a du mal à passer le cap de certaines émissions grand public, par exemple, et comme celle de Ruquier où on n'a jamais été invité, et qui sont très utiles parfois si on veut avoir un public plus vaste. Et je suis à peu près sûr que ça vient du fait que pour des gens comme ça, l'artiste un peu underground, il est acceptable s'il est un peu foufou. S'il a l'air d'où ça a commencé avec des gens remarquables comme Brigitte Fontaine ou Philippe Catherine ou Sébastien Tellier. C'est les seuls qui sortent un peu de la marge, qui arrivent aujourd'hui à passer les médias grand public parfois, et je pense que ça vient du fait qu'ils peuvent correspondre à l'image qu'on se fait d'un artiste un peu bizarre. Est-ce que je me trompe, Bertrand Burgalat, si je vous trouve naturellement accordé avec ce que j'appellerais une musique élitiste et peut-être défiant à l'égard de la musique populaire avec ce qu'elle induit? Alors vous vous trompez, mais vous avez, oui, c'est pas du tout élitiste. D'abord au sens social, ce qui est merveilleux dans la musique, c'est que ça n'a rien à voir avec justement l'éducation. En revanche, la musique et l'accès à la musique, il vient aussi aux habitudes. C'est là où le rôle des radios peut être très positif ou très néfaste. Mais je cherche pas du tout cet élitisme-là, et je rêve, moi au contraire, de faire des choses qui puissent être compris, qui puissent être partagées par le public le plus large, justement parce que ce public-là me paraît beaucoup plus spontané, moins poseur, et je cherche pas du tout à parler à un public snob. Et ce qui est étrange, c'est que parfois, j'ai ni ce public-là un peu poseur, ni le public qui va acheter les disques de Francis Cabrel, et qui, pour moi, est le public le plus intéressant, parce que justement, quand il écoute une chanson de Francis Cabrel ou d'Isabelle Boulay, c'est pas une pause, c'est quelque chose. Ils vont écouter ces chansons-là parce qu'elles leur plaisent. Et ça, je trouve justement, j'ai parfois eu le sentiment, je ne connais pas toute votre œuvre, entendons-nous bien, mais que vous avez un talent immense et vous êtes évidemment capable, si vous le souhaitez, de créer ce que j'appellerais ces rengaines populaires. Et pourtant, vous avez eu des chansons qui sont mélodieuses, mais j'ai parfois l'impression que vous résistez un peu à votre inventivité musicale parce que elle pourrait vous entraîner sur des chemins trop communs. Non, alors, mais vous me surestimez, mais parce que j'adorerais faire des tubes, mais quand je pense que j'ai pas forcément le savoir-faire pour faire ce qui va. Un tube, c'est très friable. La même chanson, à 3 mois après, les choses vont s'enclencher ou pas. Alors il y a des tubes absolument imparables, on dit, mais c'est quand même assez rare et de plus en plus rare. Mais vous avez raison en même temps. Mais je m'empêche pas de le faire, ou en tout cas pas consciemment. Après, moi j'ai l'impression parfois que je sortirais le disque le plus grand public, le plus commercial, il marcherait pas plus pour autant. Et quand j'ai fait des chansons, ça m'est arrivé pour Christophe Willem, j'ai fait les mêmes qui ont marché. C'est les mêmes chansons que j'aurais sorties moi et qui auraient eu où j'aurais vendu 2000 disques. Et je pense que je trouve que c'est l'exercice le plus intéressant, le plus difficile, c'est de faire une musique qui soit sincère, parce que ça sert à rien si c'est pas sincère. Et en plus, si on fait un disque qui est insincère, il a de grandes chances de
pas avoir de succès comme la plupart des disques ou des livres qui sortent quand même. Mais en plus, on se retrouve avec quelque chose qu'on n'aime pas. Ça, c'est tragique. Mais je pense qu'il faut être sincère, il faut être le plus clair possible. Il faut pas se tendre de piège. J'essaie de le faire, mais après, c'est difficile. Et moi, c'est difficile pour moi d'analyser pourquoi telle chose que je fais a plus ou moins de succès. En tout cas, c'est pas délibéré. Et c'est important aussi, j'essaie de faire le disque qui complète ce qui existait. Je me dis pas, tiens, il y a tel truc qui marche, je vais faire la même chose. J'ai toujours rêvé d'être dans la tête d'un créateur, Bertrand Burgalat. Comment travaillez-vous quand vous avez l'obligation, pour vous-même ou pour d'autres, d'écrire une chanson? D'abord, je crois que vous n'écrivez pas les paroles. Ça m'arrive de le faire, je le fais parfois, mais en fait, il y a pas justement, il y a pas, c'est comme pour la musique de film, il n'y a pas de méthode. Enfin, je pense, parce que ça peut venir de façon très différente. On peut écrire d'abord le texte et ensuite faire la musique dessus. Ça a des avantages. Je trouve qu'on est justement on va plus droit au but. Moi, j'aime bien partir d'un texte existant. Ça me rend plus mélodique, plus chanson classique. Ou alors, on peut faire la musique, avoir la mélodie de la voix, mais pas savoir encore les paroles qu'on va faire. Et ça va donner quelque chose qui peut avoir peut-être plus de swing. Mais en même temps, si le texte est trop calibré, et souvent, par exemple, les personnes qui veulent écrire des chansons ou des paroles de chansons, je trouve qu'ils ont souvent tendance à se mettre beaucoup la pression à la fois sur les rimes, les pieds, etc., à faire des choses ta-ta-ta-ta-ta, tout est parfait, mais en même temps, mélodiquement, ça va nous amener dans des mélodies qui vont être très prévisibles. Et moi, j'adore quand il y a des irrégularités, quand le texte, tout d'un coup, il y a un vers qui est plus long. Et ce qui compte, en revanche, c'est la musicalité. Et la musicalité, elle est due au rythme, au pied, etc., au rythme. Et c'est pour ça qu'il y a des écrivains, par exemple, qui peuvent écrire des choses admirables et qui, quand il faut faire des chansons, vont faire des choses plus prévisibles. En même temps, il y a des contre-exemples. Patrick Modiano l'a fait pour Françoise Hardy. Donc, c'est très, très imprévisible. Et c'est vrai qu'une chanson, alors parfois, tout d'un coup, ça vient d'une nécessité. On dit, tiens, il faut faire telle chose. Mais souvent, moi, un texte, en fait, quand je reçois un texte, soit il me parle, mais c'est pas parce qu'il me parle à moi. Par exemple, si c'est moi les chansons que j'interprète, je les interprète par défaut parce que j'aurais aimé que d'autres les interprètent. Mais je me dis pas, il faut que ça me ressemble, par exemple. Mais tout d'un coup, il va y avoir quelque chose dans le texte qui fait que, il va y avoir une petite étincelle. Et souvent, je me mets au piano ou j'essaye de tout de suite, il y a quelque chose qui me vient. Et si je suis pas content, en fait, j'oublie ce que j'ai fait. Et un jour, 2 jours ou 3 mois après, je reprends le texte et je refais une autre composition, en fait. Mais en oubliant complètement ce que j'avais fait la première fois. Et parfois, ça peut se faire donc en 10 minutes, une chanson, ou ça peut se faire en 10 ans. Vous venez de parler de piano, Bertrand Burgalat. Ça veut dire que donc vous composez au piano? Je compose au piano, mais je peux composer sans piano. Je peux le faire sur d'autres instruments. Les arrangements, les orchestrations, je les fais sans piano. Je peux vérifier parfois, mais je peux aussi... je peux faire ça dans un café. Ce qui m'embête plus dans un café, c'est qu'on entend la musique autour. Ou dans un train, c'est pas mal. Alors je peux écrire sur la partition. Je peux noter mes idées à peu près n'importe où. Le thème central, il arrive n'importe où, n'importe comment. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que parfois... Il surgit dans votre tête ou... Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, pour mon dernier album, j'avais demandé à mon ami Stéphane Lerouge, qui est un grand spécialiste de la musique de film, je disais, dis donc, ton ami Jean-Loup Dabadi, il y a peut-être des fonds de tiroir, des textes qui lui tiennent à cœur et qu'il aimerait... ça serait marrant d'essayer de les mettre en musique. Et il en parle à Jean-Loup Dabadi, on devait se rencontrer, et puis Jean-Loup Dabadi meurt. Et Lerouge me dit, mais j'ai pensé à quelqu'un d'autre, Don Black, qui était le parolier, en particulier de John Barry, qui a fait beaucoup de paroles extraordinaires. Et Don Black a 82 ou 84 ans.
Stéphane nous met en rapport et Don Black dit moi je suis toujours partant quand il y a une belle mélodie pour essayer de faire un texte. Alors récemment, je me dis et ça en même temps, j'étais ravi, mais en même temps ça me paralyse. Je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir lui envoyer. Et sachant qu'il avait fait des trucs, plein de trucs merveilleux, donc ça m'a tétanisé. Je voulais pas prendre dans mes fonds de tiroir. Et puis à un moment, j'ai essayé un truc au piano, un thème, et je le trouvais tellement évident que avant de l'envoyer à Don Black, j'ai fait écouter à Stéphane Rouge, qui est une encyclopédie vivante. Je lui ai dit, Stéphane, dis-moi, j'espère que je suis pas en train de recycler une mélodie très connue, parce qu'on peut, je crois que ça s'appelle la cryptomnésie, on peut à son insu avoir mémorisé quelque chose. Et il m'a dit non, ça me dit rien et de ça. Donc j'ai envoyé à Don Black, mais c'est bien, je verrais bien Barbra Streisand le chanter. Bon, j'étais rassuré. Il m'a pas encore envoyé son texte, mais ça peut être, on peut être aussi paralysé par ça, par la peur. Et moi, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est tellement évident. Je me dis, j'espère que ça n'a pas été fait 10 000 fois la même chose, cette musique-là. Il y a des musiques dont vous êtes particulièrement fier. Je mets même les musiques de films, éventuellement, puisque vous en avez composé un certain nombre. Oui, non, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. En fait, en général, quand j'ai fait, j'essaie vraiment de faire, ça, c'est le bon côté d'une forme de marginalité. J'ai jamais été payé assez pour m'en foutre, que ce soit pour les musiques de films ou d'autres choses. Donc, il faut que ça soit bien. Si en plus c'est raté, je fais vraiment de mon mieux. J'essaye de faire vraiment tout mon possible pour que ça soit réussi. Après, d'ailleurs, je repense à ce rôle sur les influences. Par exemple, je reçois beaucoup de maquettes. Et en même temps, je les écoute, mais très très rapidement, parce que j'ai toujours peur de mémoriser quelque chose sans m'en rendre compte. Et ça serait terrible, parce qu'en plus, si on s'inspire à son insu d'un thème très connu de quelqu'un qui a qui vit à Hollywood au bord de sa piscine, ça me gênerait moins que si c'était quelqu'un qui n'a pas encore sorti de disque, etc. Donc j'essaie de faire très attention à ça. Mais oui, voilà. Avant même la création de Tricatel, j'avais l'impression que vous étiez presque plus désireux d'aider les autres que de vous pencher sur votre propre art. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas du tout. J'ai commencé donc à travailler un peu à l'envers sur les disques des autres, comme arrangeur, comme producteur, comme musicien. Et c'est très bien parce qu'on met, d'une certaine façon, on fait aussi un peu son disque par procuration. Alors c'est un peu dangereux, je trouve, parce que l'artiste peut se sentir... quand c'est réussi, de toute façon, l'artiste... n'en est pas toujours conscient lui-même, mais je pense que le fait de faire mes propres disques, ça me permet d'être plus neutre avec les artistes. Je suis pas en train d'essayer, ou même avec les musiques de films, je suis pas en train d'essayer de faire mon disque à travers leur disque ou à travers leur film. Donc quand je propose une musique pour un film et que le réalisateur me dit c'est pas ce que j'attends sur cette scène, etc., même si je trouve que cette musique elle est bien, je vais évidemment essayer de la défendre si elle me paraît intéressante, mais à la fin, cette musique, elle doit servir l'image. Donc le fait de faire mes propres disques, ça me rend un peu plus détaché là-dessus. Vous êtes souvent sollicité par de jeunes créateurs qui vous demandent vos conseils, voire votre aide? Oui, quand même, je trouve. Et ce qui est très embêtant, c'est que souvent par des gens qui font des choses de très grande qualité. Donc c'est difficile parce qu'on peut pas tout accepter, on peut pas tout faire, mais j'essaye. Alors souvent, j'ai fait beaucoup avec les jeunes groupes, les jeunes artistes. Souvent, je fais un EP d'abord. Je fais un 4 titres parce que ça leur permet eux de travailler en studio, parfois pour la première fois, disons, dans un studio un peu traditionnel. Aujourd'hui, à 15-17 ans, ils ont déjà, par l'ordinateur, ils ont déjà quand même un accès à tout ça. Mais souvent, je fais ça. En même temps, le travail en studio, maintenant,
a été tellement facilité par le numérique que c'est moins sacralisé qu'avant. Donc souvent, je sais qu'après le premier 4 titres, ils vont vouloir prendre les choses en main eux-mêmes. Et moi, ça me va très bien. Je suis là pour compléter ce que fait l'artiste. Et si l'artiste veut faire tout par lui-même, ça me va très bien. Qu'est-ce que vous pensez, Bertrand Burgala, du fait que parfois on indique que des gens qu'on apprécie particulièrement ont une idée, mais tellement élémentaire comme mélodie, que en réalité tout le travail est fait par, je dirais, l'arrangeur. Est-ce que c'est vrai cela, ou est-ce que un arrangeur ne peut pas faire quelque chose à partir de pratiquement rien? Alors, un arrangeur peut faire à partir de pratiquement rien. Et même, je vous dirais que les arrangements les plus réussis que j'ai faits, souvent étaient faits à partir des chansons que j'aimais le moins dans l'album. Parce que j'étais moins tétanisé. Quand, souvent, c'est classique sur un disque, il y a un morceau qu'on aime moins, mais l'artiste, il tient beaucoup. Et finalement, je me rendais compte que souvent, c'était ceux que je réussissais le plus parce que j'étais peut-être plus libre que quand la chanson vous paraît parfaite. Et finalement, on a très peur de tout gâcher en faisant trop. Après, le travail des arrangeurs, des arrangeurs, je dirais, de la grande époque de la chanson, les Jean-Claude Vannier, Michel Colombier, il a été longtemps très sous-estimé. Et c'est vrai que c'était d'abord des compositeurs qui étaient aussi des orchestrateurs, des arrangeurs, mais c'était d'abord d'immenses musiciens. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme Jean-Claude Vannier, pendant longtemps, on disait l'arrangeur de Melody Nelson. Il avait fait plus qu'arranger Melody Nelson. Donc après, c'est des moments où souvent il y a des choses qui se produisent et qui n'auraient pas été faites sans l'arrangeur. En même temps, l'arrangeur n'aurait pas fait nécessairement la même chose sans la personne qui a amené le morceau. Et en fait, il y a vraiment, chaque cas est différent parce que je trouve faire une chanson avec très peu d'accords, très peu de notes et qu'elle soit réussie, bah c'est aussi un art. Moi, je trouve ça très admirable. Je suis très admiratif du savoir-faire de musiciens qui sont aller beaucoup plus loin que moi dans la théorie musicale, les premiers prix de conservatoire, mais je me dis, mais j'envie leur aisance technique parfois, et en même temps, heureusement, ça me rassure quand j'entends parfois ce que certains d'entre eux font en tant que compositeurs. Souvent, c'est très appliqué, mais ils sont tellement, on leur a tellement fait étudier l'analyse musicale que ça se fait souvent au détriment de leur spontanéité. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait un livre, qui dirait je vais écrire un roman. Bon, je vais commencer par un article, après je vais mettre un verbe et un complément d'objet direct. Et en musique, il y a une tentation dans la formation, et ceux souvent dans le classique qui sont les plus libres avec ça, c'est les organistes. Parce que c'est les seuls qui savent improviser, et vraiment improviser, pas faire uniquement des gammes, parce qu'ils doivent un peu meubler pendant l'office, pendant la communion. Et moi, je suis souvent, absolument, émerveillé par, je pense à quelqu'un comme Thierry Scaïch qu'on peut entendre à Saint-Étienne-du-Mont. Alors on est sur fréquence protestante. Je sais pas je sais pas dans la liturgie protestante quel est le rôle de l'orgue, mais en tout cas dans la liturgie catholique, l'orgue. J'ai entendu des choses absolument merveilleuses. Je vais souvent à la messe pour des enterrements maintenant, et souvent je préfère ce qu'a fait l'organiste au sermon du prêtre. Vous pouvez nous dire un mot de Tricatel, Bertrand Burgala? Comme ça a été créé maintenant il y a un certain temps, ça fait quoi très précisément? En fait, au départ, j'avais créé une société parce que je travaillais beaucoup à Londres. Il me fallait une société pour facturer mon travail. Je l'avais appelé Tricatel bêtement, comme une allusion, un clin d'œil à Alléluia Cuisse, mais je pensais pas en faire un label. Et puis je travaillais pour des maisons de disques comme producteur. J'avais l'impression souvent sur des projets difficiles humainement, des choses, et c'était intéressant. C'était des missions un peu compliquées, ça m'intéressait. Mais quand il y avait des artistes qui me tenaient plus à cœur, je voyais que ça correspondait pas du tout à ce qui intéressait les maisons de disques à l'époque. Donc je me suis dit, je vais me lancer, mais j'avais aucune notion, c'était très présomptueux, aucune notion de gestion, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Donc voilà, c'était très... mais j'avais peut-être aussi ce rêve
quand même enfoui des espèces d'écuries comme ça, comme il y a eu dans certains labels de musique, en particulier dans la musique soul, ou de la petite écurie comme ça qui sort des choses très différentes. Et ça fait 26 ans effectivement qu'on existe et qu'on a sorti des disques en essayant de pas faire deux fois exactement la même chose, justement. C'est dans le Pays Basque, non? Non, mon père était d'à côté de Luchon, d'un village à côté de Luchon, et j'ai trouvé il y a 20 ans une maison pas très loin de là. J'y ai installé le studio, mais je pensais à l'époque vraiment effectivement passer une grande partie de l'année là-bas, et après j'ai rencontré ma femme, on a eu un enfant, et finalement j'y vais pas si souvent que ça. Donc nous on a nos bureaux à Paris dans le 18e, et on a un studio effectivement à la montagne, mais quand il faut faire les choses rapidement, l'aménagement du territoire et l'état du rail en France font que c'est plus facile pour moi de louer un studio pour une journée à Paris que de descendre dans les Pyrénées, qui est la dernière région vraiment enclavée de France. Qu'est-ce que vous pensez, Bertrand Burgala, de l'état de la variété en France? Il est décevant, il peut être... Je trouve que... Je ne le perçois pas enthousiasmant, mais peut-être ai-je tort. C'est difficile parce que je veux pas du tout avoir l'air d'être aigri par rapport à ça. Moi, je trouve que, d'une façon générale, je trouve qu'il y a un niveau musical qui est vraiment en train de s'élever. Et je pense qu'il y a deux choses qui contribuent. Il y a eu Internet d'abord parce que les adolescents écoutent de tout. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était des trucs de spécialistes. Donc, vous avez des enfants qui font à la fois qui vont au conservatoire, qui apprennent leur instrument, mais qui écoutent du jazz, qui écoutent du rock, qui écoutent des choses très différentes. Avant, c'était quand même beaucoup plus cloisonné, et donc c'était beaucoup plus étanche entre les musiques. Donc, je trouve qu'il y a un niveau technique qui s'accroît. Et le Covid a eu beaucoup d'effets positifs là-dessus, parce que beaucoup d'enfants ont passé du temps avec leur instrument chez eux. Alors c'est atroce, parce qu'il y en a d'autres qui ont passé du temps à faire des jeux vidéo, et on a un système d'éducation qui, sous couvert d'égalitarisme, fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que les conservatoires à Paris sont très fiers de faire les admissions par tirage au sort, ce qui est de plus injuste. Alors qu'il ne s'agit pas de demander tout de suite un niveau qui favoriserait ceux qui sont déjà dans un bain culturel. Mais au bout de 3 mois, ils pourraient voir ceux qui ont un peu le feu sacré, ceux qui ont la vocation, ceux qui aiment la musique. Et ça, ils se refusent à faire ça. Et donc, il y a des franges entières de la population qui n'auront pas accès à la pratique instrumentale. Et je trouve ça très triste et vraiment très révoltant. Mais je trouve donc qu'il y a un niveau technique qui s'accroît, et après, la musique, elle est à l'image du reste de la société, et on est dans un monde où tout marche par référence, par mood board, et en fait, on a appliqué les méthodes de la publicité à la musique de film et à la musique en général. Tout marche par référence, parce qu'on est dans une époque qui veut qu'on lui vende de la nouveauté en permanence. Tout doit être neuf, et en même temps, tout doit nous rappeler quelque chose. Et donc, si vous avez parfois l'impression que la musique tourne en rond, qu'on a des pastiches de tel ou tel chanteur ou telle chanteuse, je pense que ça vient du fait que le monde de la publicité et du marketing s'est étendu à d'autres domaines, et on le voit dans le design, on le voit dans l'architecture, dans plein de choses. Vous êtes curieux de tous les types de musique, ou il y en a certaines qui vous laissent complètement indifférent? Ah oui, bien sûr, mais ce que j'adore, c'est justement quand je crois qu'il y a un style de musique ou un artiste que je n'aime pas, où je me dis c'est vraiment pas... Et tout d'un coup, je trouve des choses qui me plaisent. Et je trouve qu'un des plaisirs de la musique, c'est un peu comme dans une ville qu'on a l'impression de connaître. Tout d'un coup, on va découvrir un quartier qu'on connaissait pas. Quand on vit depuis longtemps dans une ville, on a l'impression d'avoir fait le tour, et puis tout d'un coup, on va tomber sur des immeubles, des choses, une rue qui est charmante, qu'on connaissait pas. Et en musique, c'est un peu pareil. Et quand on croit ne pas aimer tel style, parfois, tout d'un coup, il y a une porte d'entrée, on va se dire, il y a telle ou telle chose. Mais il y a des choses... en plus, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que parfois, on a peur
d'être négatif sur certains nouveaux styles qui arrivent, parce qu'on a peur de faire ce qui s'est passé quand le rock est arrivé, d'avoir des gens qui disaient c'est une musique lamentable, etc. Donc il faut, quand est arrivé en France une nouvelle forme de rap, il y a quelques années, avec des groupes comme PNL ou Jules, moi, j'étais consterné, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui étaient consternés, mais qui se disaient, bon, on va quand même dire que c'est bien, parce qu'autrement, on va passer pour des vieux schnocks. Donc, je pense que ce qui est important, en musique comme dans le reste, c'est d'essayer d'être le plus proche possible, d'être le plus spontané possible. Parce qu'il faut jamais se demander de quoi on a l'air si on aime une musique. Et je trouve qu'il faut pas... il faut se méfier à la fois de l'intellectualisme et de l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire que il y a aussi... on doit pas avoir honte d'aimer des choses qui paraissent rébarbatives pour d'autres personnes, et on ne doit pas avoir honte d'aimer des artistes dits grand public, au contraire. Et je pense que à partir du moment où c'est sincère, aucun goût n'est mauvais. Récemment, vous avez sorti une œuvre, Bertrand Burgalat, qui a fait l'objet d'une forte médiatisation et qui a été globalement très admirée. Vous avez senti que vous aviez franchi un cap ou non ? Je le sentais depuis plusieurs albums, mais j'ai senti, et c'était une grande joie, que ce disque était compris, qu'il était aimé. Quand je lisais les chroniques, d'une façon sincère, c'était pas justement des positionnements genre 3 bonnes raisons d'aimer machin, où on sent que ça c'est le truc qu'il faut écouter. C'était pas du tout de cet ordre-là. Donc j'ai eu l'impression que justement ce travail que j'essayais d'accomplir, d'essayer d'être peut-être plus lisible, d'être un peu moins labyrinthique dans mes disques, et sans sacrifier sur le fond, que ce travail qu'on fait sur le son aussi avec Stéphane Lombroso, l'ingénieur du son avec lequel je travaille, ce travail n'avait pas été vain. Et je dois vous dire que ça m'a fait très plaisir. Vous avez évoqué le diabète à 11 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est le combat de votre vie à tout point de vue ? En tout cas, c'est un combat qui me semble important de mener aujourd'hui. C'est un combat, ça me ramène peut-être à d'autres combats précédents où il n'y a pas grand-chose à gagner à part des ennuis, mais ça me paraît très important parce que c'est une maladie qui est très mal comprise. C'est 2 maladies d'ailleurs très différentes. Le diabète de type 2 qui est une maladie de société qui est très liée au mode de vie, et puis le diabète de type 1 qui apparaît souvent à l'enfance, adolescence, où on meurt si on n'a pas d'insuline. Donc c'est très important, et c'est très important d'essayer de vaincre cette espèce de mur d'indifférence qu'il y a aujourd'hui face à toute information en fait. Et on est dans une époque où il y a une surinformation qui fait que finalement, quand on dit il y a 3 compagnies qui partagent le marché de l'insuline et qui s'entendent sur les prix, et par leur faute, il y a des centaines de milliers, des millions même de diabétiques qui sont condamnés à mourir sans aucune justification de leur part. Finalement, les gens c'est pas les gens, mais disons d'une façon générale, ça suscite beaucoup d'indifférence. Donc, on est obligé de radoter. Et c'est vrai que l'insuline, on va fêter en janvier le 100e anniversaire de l'insuline. Et je trouve très triste, en particulier qu'un pays comme la France, qui a souvent tendance à s'ériger en phare dans le monde entier, à donner des leçons un peu partout, prenne pas la tête d'un combat pour l'accès à l'insuline. Et je pense que le président Macron serait bien inspiré de réviser un peu sa doctrine à l'égard de Sanofi, qui n'est plus un grand groupe industriel français, qui est une société de bourse qui appartient au fonds de pension américain, et il porterait ce combat à l'OMS ou à l'ONU. Je pense que il ferait un très bon candidat pour le prix Nobel de la paix. En tout cas, le premier président, le premier chef d'État ou la première chef d'État qui portera cette question, et elle viendra, fera beaucoup de bien à l'humanité. Vous avez écrit un livre qui a eu beaucoup de succès et qui a marqué les esprits. Ça a été fondamental tout de même. Oui, parce que j'ai commencé d'abord par faire... En fait, ce qui m'a inspiré depuis très longtemps, le premier déclic que j'ai eu, c'est dans les années 80, quand il y a eu le sang contaminé. Et ce qu'avait fait Anne-Marie Casteret, qui était journaliste à l'événement du jeudi,
parce que ce qu'elle montrait à l'époque, c'est ce que je voyais avec le diabète, c'est-à-dire une absence complète de séparation des pouvoirs, des associations de patients qui étaient téléguidées par des médecins qui étaient eux-mêmes liés aux industriels, donc et les pouvoirs publics qui faisaient absolument pas leur rôle d'arbitrage. Et depuis, il y a eu des scandales successifs, le Mediator. À chaque fois, il y a des lois. Il y a eu la loi HPST en 2010, etc., mais qui sont tout de suite dévoyées. Et finalement, on est exactement dans le même état des lieux. C'est-à-dire, vous avez des experts qui sont totalement perclus de lien d'intérêt. C'est même théorisé. Agnès Buzyn avait dit, grosso modo, un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt. Et ça crée aussi le désastre sanitaire dans lequel on est. C'est-à-dire que on a quand même une santé qui monopolise une grande partie de la richesse nationale, et même avant le Covid, les dépenses de santé, je crois que c'était 12% du PIB, et avec une qualité de soins qui est en même temps terrible, des services d'urgence qui sont totalement déshérités, et donc ces questions-là, on peut pas aujourd'hui y répondre uniquement. C'est plus une question de droite ou de gauche, c'est plus complexe. Et en tout cas, je trouve qu'à travers le diabète, effectivement, c'est des questions très importantes qui se posent à toutes les sociétés, des sociétés comme la France, évidemment aux autres pays. L'Afrique subsaharienne, par exemple, le diabète, c'est un désastre. Si vous étiez libre d'entreprendre, Bertrand Burgalat, dans ce domaine, quelle serait votre première mesure, votre première injonction? J'enjoindrais les fabricants d'insuline, je leur expliquerai peut-être un peu fortement que ce qui a été fait il y a 30 ans pour la trithérapie peut et doit être fait pour l'insuline. C'est-à-dire qu'ils peuvent... que ce qu'ils vont perdre en prix, ils vont le gagner en volume. Et que c'est très important aujourd'hui. Tout diabétique qui meurt par manque d'accès à l'insuline, aujourd'hui, c'est une mort totalement injuste, totalement injustifiable, et je pense que c'est même criminel de laisser faire ça. Et malheureusement, quand on leur en parle, il n'y a pas de réponse. Mais il s'est passé la même chose, je pense que vous le savez, pour la dépakine, où il y a une stratégie judiciaire. La dépakine, c'est une affaire atroce. Ce sont quand même des mamans. C'est un médicament contre l'épilepsie, qui est un médicament qui marche. Mais Sanofi savait depuis le départ que une femme enceinte qui prend ce médicament a 40% de chance d'avoir un enfant avec des pathologies très graves, autiste, mort, enfin, etc. Depuis le début, ils le savent, ils ne le disaient pas. Et face aux dizaines de milliers de vies qu'ils ont dévastées, ils disent c'est pas de notre faute, c'est les pouvoirs publics. Et Marisol Touraine, d'ailleurs, a dit l'État prendra ses responsabilités. Vous avez des familles, des dizaines de milliers de familles qui sont suspendus à la stratégie suicidaire de Sanofi en la matière, qui est tout le temps de contester tous les jugements, etc. Ils ont été mis en examen pour homicide involontaire. Mais moi, je pense que on est même, dans le cas de l'insuline, on n'est pas loin de l'homicide volontaire. En tout cas, c'est une négligence très grave. Ils le savent. Mise en danger de la vie d'autres, en tout cas. Bien sûr. Vos travaux aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes en train de composer pour vous, pour d'autres? Vous avez des projets à court ou à moyen terme? Alors, comme à chaque fois que j'ai fait un nouveau disque, je me dis que j'en ferai pas d'autres. J'ai l'impression d'avoir tout mis. Puis après, parfois, il y a un texte qui arrive, on se dit, bon, et de fil en aiguille, on en fait d'autres. Mais là, je prépare, je vais commencer la musique pour un film de Marc Fitoussi, avec lequel j'avais déjà eu le plaisir de travailler pour son film précédent. J'ai 2-3 autres projets comme ça, commandes de musique, et tous les mois, c'est vrai que je fais ces entretiens politiques pour Technicart tous les mois, je fais une chronique pour Rock & Folk, je m'occupe du syndicat national de l'édition phonographique, je m'occupe de mon association de diabétiques, je m'occupe du label, j'ai un peu de travaux de commande, donc voilà, je fais beaucoup de choses, moi, qui me passionnent, qui sont un peu difficiles à mener de front, mais je ne vois je serais embêté si je devais
arrêté de mener une de ces choses. Comment êtes-vous jugé aujourd'hui dans ce milieu, vous, Bertrand Burgala? Alors, je ne sais comme pas une du sorte tout. d'ovni ou comme Je quelqu'un? ne sais pas du tout. Vous ne savez pas et ça ne vous Non, intéresse j'écoute pas aux portes, je veux pas savoir. J'ai jamais lu ma fiche Wikipédia. J'essaie pas du tout j'ai toujours peur après que ça nous influence. Je lis les critiques, par exemple, sur les disques. Ça, je les lis et ça m'intéresse parce que ça me montre aussi comment les choses sont perçues. Et donc ça, je les lis, mais après, je m'en rends pas compte. Mais moi, c'est une industrie qui m'est sympathique parce que, peut-être même plus sympathique que quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, c'était une époque où en fait la musique ressemblait un peu au luxe aujourd'hui. C'était aux grands groupes de luxe. C'était à des gens qui avaient un marketing dément. Dans les années 80-90, ils sortaient des pubs télé tout le temps pour les disques. Il y avait une croissance extraordinaire de l'industrie du disque. Le CD venait d'arriver, donc les gens rachetaient 2 fois le même disque. Et puis le numérique est arrivé. Et ça a été une catastrophe. Et tout le monde nous a dit, et je trouve de façon très injuste, genre, vous n'avez pas anticipé. Et eux, quand la presse, quand l'édition, quand tous les autres secteurs, même industriels, ont été confrontés au numérique, ils n'ont pas pu plus anticiper que nous, et parfois même de façon bien pire. Et donc cette industrie, elle a quand même survécu difficilement, parce qu'un pays comme la France, on fait moins de 40% du chiffre d'affaires de la musique il y a 20 ans. Mais elle a réussi quand même à survivre. On fera toujours, j'espère, de la musique. Et les gens qui s'occupent de ces boîtes, de ces labels, les gens qui font de la musique, moi, ils ont toujours ma sympathie. Les musiciens, les artistes, je trouve que c'est quelque chose qui demande un grand engagement, de bien faire de la musique. C'est marrant parce que, il y a plein d'acteurs que j'adore, ou d'actrices, mais j'ai jamais l'admiration que j'ai pour les grands musiciens. Elle est bien plus grande parce que jamais, quand je les entends jouer, j'entendais votre générique qui est merveilleux. Je me disais, jamais je pourrais jouer ça au piano. Qu'est-ce qu'il joue? Je sais pas qui joue comme ça, et ça, au cinéma, on voit rarement ça. Et c'est pour ça, pour moi, un grand cinéaste ou une grande cinéaste, c'est quelqu'un, on se dit, je pourrais pas faire ça. Et en musique, les interprètes, en particulier les instrumentistes, moi je suis très admiratif parce que j'ai une technique qui me permet de faire ce que je veux, mais je suis pas un concertiste du tout, que ça soit à la basse, au piano, aux autres instruments dont je joue. Donc cet engagement, moi je l'admire énormément. Bertrand Burgala, vous me semblez, si on peut le dire, être un homme heureux aujourd'hui. Parce que, à la fois sur le plan de vos activités, et j'ai lu un petit peu de ce qu'est votre vie personnelle, vous êtes le mari depuis un certain nombre d'années d'une très grande créatrice, et vous avez une fille. Est-ce que je me trompe si, mettant tout cela ensemble, je me dis que peut-être vous n'êtes pas loin du bonheur que vous espériez? Écoutez, ce qui est sûr, je pense que c'est pas loin de ça. Quand j'avais genre 6-7 ans, je m'imaginais en l'an 2000 et j'imaginais que je ressemblerais au mari d'Elisabeth Montgomery dans Ma sorcière bien-aimée, vous voyez, et on a une petite fille qui pourrait être un peu Tabata. J'ai une belle-mère qui ressemble un peu à la belle-mère dans Ma sorcière bien-aimée, et ma femme ressemble un peu à Elisabeth Montgomery. Donc finalement, quand je vous disais que je mène un peu la vie que j'aurais voulu mener, je pense que je dois pas en être loin. Et en tout cas, j'ai pas du tout de fascination. Je suis plus adolescent, j'ai pas de fascination pour la mort. Et j'ai envie de vivre, je trouve que la vie c'est quand même extraordinaire. Il faut essayer de faire des choses, utiles. J'ai retrouvé il y a quelques années, j'ai retrouvé une lettre que m'avait écrite mon père pour mes 11 ans, et elle m'a beaucoup ému parce que
Je pense qu'enfin, c'est un peu ce qu'il essaie de me dire. Et je pense que oui, je pense ça me fait plaisir d'essayer de faire des choses. Je suis pas un jouisseur. Attention, je suis pas insensible au confort, etc. Mais aux contingences matérielles. Mais ça m'intéresse quand même d'essayer de faire des choses. Et peut-être que j'ai gardé ça aussi de mon père, qui avait ce côté, lui, engagement de serviteur de l'État, comme vous, je pense, cette culture-là. Et moi, j'ai pas eu cet engagement-là, mais j'ai peut-être essayé de faire la même chose. J'essaye peut-être de faire la même chose, mais par des voies détournées. Merci infiniment, Bertrand Burgalat. Merci beaucoup.